Aux confins obscurs de l'histoire, là où résonnent encore les échos de rituels oubliés et reposent de lourds grimoires couverts de poussière renfermant les arcanes du voile entre les mondes, des présences veillent, des figures dont l'influence dépasse les ténèbres elles-mêmes, des femmes ayant vécu aux abords de nos connaissances et inscrit leurs pas dans les marges sacrées de la réalité. Aujourd'hui, nous invoquons la mémoire de ces femmes, ces reines occultes, aventurières des secrets enfouis et des savoirs interdits. Nous avons une longue liste de personnalités à passer en revue dans cette vidéo, donc je vous propose de fonctionner en chapitres, et si jamais certains d'entre eux ne vous intéressent pas, je vous invite à vous référer au sommaire en barre d'infos. C'est parti ? Imaginez, une femme assise dans une pièce sombre, les yeux fermés, ses lèvres se mouvent dans un langage jamais entendu auparavant. Elle prétend marcher sur les sables rouges de Mars, entendre les murmures de reines disparues depuis bien longtemps et nouer des liens avec les mondes oubliés. Nous ouvrons ce chapitre avec la seule et unique Hélène Smith, une médium suisse qui prétendait transcender l'espace, le temps et surtout les mondes. Hélène Smith, née Catherine Elise Müller, était une médium connue pour ses visions et écritures automatiques lors de séances. Elle disait pouvoir communiquer avec des êtres, des esprits d'autres planètes, notamment Mars, et des figures de notre planète, comme Victor Hugo et Marie-Antoinette. Durant des sortes de crises, de transes, elle parlait et écrivait dans une langue qui s'avérerait être le martien. Elle a aussi dressé des descriptions très détaillées du paysage martien. Ces séances ont piqué la curiosité de beaucoup, dont le célèbre psychologue Théodore Flournoy, qui l'a beaucoup étudié. Il a même écrit un livre sur elle intitulé Des Indes à la planète Mars. Ouais, ce titre c'est probablement parce qu'Hélène a prétendu être la réincarnation d'une princesse du XVe siècle venant d'Inde. La théorie de Flournoy est que les visions d'Hélène pourraient être le produit de glossolalie et somnambulisme. Donc très rapidement, la glossolalie c'est ce phénomène lorsqu'une personne parle, s'exprime dans une langue inconnue et inintelligible, donc qui utilise des mots, des sons inventés. Certains chercheurs pensent que la glossolalie pourrait être un symptôme de maladie mentale, mais rien n'est certain. Hélène Smith reste une figure à la fois fascinante et controversée. Pour certains, elle est une pionnière du spiritisme, pour d'autres, simplement une femme en quête d'attention. On peut dire que son parcours oscille entre mysticisme et exploration psychique. Elle était aussi peintre, soit dit en passant, et elle a, sans le vouloir, influencé les surréalistes. André Breton, l'un des fondateurs du mouvement, était profondément intrigué par elle. Il la mentionne à plusieurs reprises dans ses écrits et aurait même tenté de la rencontrer par l'intermédiaire de Flournoy. Sans succès, de ce qu'on sait. Plus tard, lors de la création du jeu de Marseille, un jeu de cartes au symbole surréaliste, son image ressurgit. L'artiste Victor Bronner, proche de Breton, lui rend hommage à travers une carte assez énigmatique, une belle représentation du mouvement. La sirène, une évocation directe d'Hélène Smith. Certaines peintures d'Hélène sont toujours conservées, elles sont même exposées lors d'événements inédits, notamment à la bibliothèque de Genève. Après les transes martiennes d'Hélène Smith, notre voyage dans les marges du monde visible nous mène encore plus loin, ou peut-être tout près. Elena Petrovna Blavatsky, bien souvent appelée Madame Blavatsky, vient d'Ukraine. Elle a passé sa vie à voyager, à étudier les traditions spirituelles du monde entier et à brouiller les pistes. Et ouais, parce qu'en vérité, on sait pas vraiment d'où elle vient, ni où elle a été, ni d'où, tout simplement comment elle sait tout ce qu'elle sait. Et une chose est sûre, elle en sait beaucoup. Mais si vous lui demandez, elle vous dira qu'elle détient tout son savoir de mystérieux maîtres invisibles, des sages vivant dans l'Himalaya, dotés de pouvoirs et de connaissances hors du commun. C'est avec leur aide qu'elle aurait fondé, en 1875, la Société théosophique, un mouvement qui voulait réunir science, religion et philosophie. Blavatsky écrivait beaucoup, elle avait une plume très riche, parfois même déroutante. Dans ses livres, ses écrits les plus connus, comme Isis dévoilée ou La doctrine secrète, elle racontait l'histoire cachée de l'humanité, des civilisations disparues et des lois spirituelles de l'univers. Pour certains, c'était une grande initiée, une visionnaire connectée à des forces supérieures. Pour d'autres, une habile conteuse, voire une manipulatrice. Oui, parce que Madame Blavatsky dégageait un charisme brut, une sorte de mélange de mystère, d'intelligence et de provocation aussi. Elle avait pas sa langue dans sa poche, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle s'exprimait avec tellement d'assurance que les gens buvaient ses paroles. Même quand ses discours paraissaient presque trop excentriques, les gens étaient scotchés à ses lèvres. Quoi qu'il en soit, son influence est immense. Elle a ouvert la voie à tout un courant de pensée ésotérique moderne qui inspira le New Age, des artistes, des écrivains, et même certains mouvements spirituels contemporains. Madame Blavatsky, c'est un peu comme une passerelle entre l'Orient rêvé et l'Occident en quête de sens, à la fois déroutante et fascinante. Bien que je pense que ce puisse être la définition de chacune des femmes de cette vidéo. D'ailleurs, il est temps d'introduire notre prochaine reine occulte, et cette fois, c'est certain, notre voyage nous emmène bien plus loin. Direction le XIIe siècle, dans les brumes étranges du Moyen-Âge, où les révélations ne s'invitent pas entre deux tasses de thé, mais murmurent dans la pénombre sacrée des monastères. Là,
une femme voit des mondes. Elle s'appelle Hildegard von Bingen, et elle parle au nom de quelque chose de plus grand qu'elle, comme si le divin, à travers elle, cherchait à se réinventer. Hildegard von Bingen, née en Allemagne, est l'une des femmes les plus étonnantes du Moyen-Âge. Religieuse bénédictine, elle est à la fois mystique, compositrice, guérisseuse, naturaliste et prophétesse. Dès l'enfance, elle affirme recevoir des visions venues de ce qu'elle appelle la lumière vivante. Ces révélations spirituelles, souvent puissantes et complexes, nourrissent ses écrits et ses œuvres tout le long de sa vie. Elle les consigne dans des livres fascinants où se mêlent théologie, symboles étranges et mandalas de lumière. Mais Hildegard, c'est pas seulement des visions, c'est une femme de savoir et d'action. Elle écrit sur la médecine, les plantes, le corps féminin, elle compose des chants mystiques d'une beauté saisissante parmi les plus singuliers de la musique médiévale. Et surtout, elle ose, elle prêche, elle conseille des papes, elle écrit à des empereurs. Dans un monde dominé par les hommes, Hildegard impose sa voix, une voix qui traverse les siècles, toujours empreinte d'un mystère bien à elle. Si Hildegard von Bingen a une si grande importance à mes yeux, c'est parce qu'elle a su construire des ponts entre le spirituel et le tangible, entre la lumière divine et le monde humain. Sa vision unique de l'univers, sa sagesse thérapeutique et sa musique envoûtante continuent d'inspirer non seulement les praticiens de la spiritualité ésotérique, mais aussi les artistes et penseurs d'aujourd'hui. À travers les siècles, son héritage s'est inscrit dans le monde occulte, comme une sorte de phare guidant ceux qui cherchent à comprendre l'invisible et explorer les mystères de l'âme humaine. Elles ont vu, elles ont entendu, mais leur passivité n'était qu'apparente, car accueillir l'invisible exige une force que peu soupçonnent. Enfin, j'imagine. Mais certaines ne se sont pas contentées d'écouter, elles ont répondu, agi, tissé leur propre trame dans les forces obscures. Avec des rituels, des symboles, leur corps parfois, comme armes ou comme temple, elles ont forgé un art occulte qui n'obéissait à aucune règle, sinon les leurs. À présent, nous partons à la rencontre de celles qui ont su transformer le secret en pouvoir. Elle venait des terres froides, mais portait en elle un feu inégalé, peut-être même inégalable. Ni sorcière ni simple occultiste, mais partisane d'une doctrine sulfureuse où sexualité, mort et transcendance ne faisaient qu'un. Dans les salons parisiens, Maria de Nagloska scandalisait. Dans les temples secrets, elle l'initiait. Pour elle, la lumière ne se trouvait qu'en traversant l'ombre. Et l'ombre était un défi. Suivons-la là où peu poseront le pied, aux abords de l'extase, là où le sacré s'unit au charnel pour ouvrir les portes de ce que l'on ne saurait voir. Maria de Nagloska est une figure énigmatique et subversive du monde ésotérique. D'origine russe, elle connaît l'exil après la révolution de 1917. Un déracinement qui façonnera sa quête spirituelle. Elle s'installe à Paris dans les années 1930 et s'y impose presque aussitôt comme une figure marginale mais influente du milieu occulte, dont elle a une vision unique et radicale. Fille de la tradition mystique russe, Maria de Nagloska explore des enseignements puisés dans l'ésotérisme oriental, y compris la philosophie de Madame Blavatsky. Mais elle forge également une voie personnelle, marquée par une profonde rébellion contre les croyances traditionnelles. Elle se dit initiée en Égypte, où elle aurait reçu la révélation de ce qu'elle appelle la troisième œuvre, une nouvelle ère spirituelle après celle du Christ. Dans son système, l'extase mystique se mêle à la sexualité et c'est à travers la chair que l'on peut atteindre la lumière. Elle développe ainsi une magie sexuelle dorée qu'elle considère comme un chemin d'initiation, où l'acte sexuel devient un rite sacré de transformation spirituelle. Pour Maria, la sexualité n'est pas une simple pulsion terrestre, mais un pont vers le divin. Elle fonde l'Ordre de la Rose-Croix d'Orient, un groupe ésotérique où se pratiquent des rituels mêlant érotisme sacré, alchimie spirituelle et symbolisme luciférien. Elle défend une approche révolutionnaire. Lucifer, loin d'être le démon des traditions chrétiennes, est un porteur de lumière, celui qui offre la connaissance, l'initiation et la liberté spirituelle. Elle théorise une vision radicale de la féminité, dans laquelle la femme incarne un pouvoir mystique capable de transcender la dualité entre le bien et le mal. Pour elle, la femme détient une clé primordiale, sa capacité à transmuter la chair en lumière. C'est quand même une sacrée icône, franchement. Maria de Nagloska incarne du coup, comme je l'ai dit, une figure profondément subversive, qui bouscule complètement les conventions de son époque. Loin de chercher à plaire, elle provoque, transgresse et réhabilite ce que beaucoup considèrent comme péché, allant jusqu'à défendre l'idée que le mal, loin d'être une erreur, est un passage initiatique nécessaire à l'illumination. Bien après sa mort, ses enseignements continuent d'influencer certains courants de l'occultisme contemporain. Son œuvre, à la fois complexe et audacieuse, a marqué une étape importante dans l'histoire de l'ésotérisme moderne, où le corps et l'âme se rejoignent dans une quête de connaissance. Maria de Nagloska a traversé les voies du désir
en redéfinissant les frontières entre le sacré et le profane. Mais là où elle a cherché à libérer la lumière à travers l'ombre de la sexualité mystique, une autre femme, elle, a exploré le chemin de la pureté et du sacrifice dans les non-dits de l'occultisme. Jane Wolfe, elle, a choisi de puiser sa force dans l'ascétisme, l'équilibre et la quête du divin par la magie cérémonielle. Quelque chose de plutôt subtil. Jane Wolfe nous vient d'Indianapolis. Malgré le fait que son nom reste en grande partie dans l'ombre des grands maîtres du XXe siècle, je pense qu'elle a, elle aussi, sa place parmi les figures centrales de l'occultisme moderne. Très tôt fascinée par les mystères de l'esprit et de la magie, elle est attirée par les voies de l'ésotérisme. Mais c'est véritablement après sa rencontre avec Aleister Crowley, un écrivain occultiste, que son parcours initiatique prend une dimension cosmique. Jane Wolfe choisit tout d'abord de s'engager dans l'ordre hermétique de l'Aube dorée, aussi tout simplement appelé l'Aube dorée ou Golden Dawn, c'est tout simplement une société occulte, avant de suivre Crowley dans sa propre doctrine magique, la téléma. Mais ce qui distingue Jane, c'est sa manière unique d'aborder les pratiques occultes. Pour elle, la magie n'est pas une simple quête de pouvoir, mais une voie de purification intérieure, une ascension vers une compréhension plus profonde de soi et de l'univers. Son travail est profondément centré sur la méditation, la cérémonie et l'harmonisation des forces intérieures, plutôt que sur l'extase ou la transgression comme la dame d'avant. Elle s'impose comme une figure de discipline et de dévotion, cherchant la perfection spirituelle par l'autoréalisation, un chemin tout aussi exigeant que mystique. Jane écrit et c'est aussi une traductrice, connue pour avoir documenté ses expériences mystiques et pour ses écrits sur les pratiques télémites. À travers ses textes, elle laisse un témoignage précieux de sa pratique spirituelle, notamment en matière de rituels de purification, de méditation profonde et de travaux d'alchimie intérieure. C'est un peu l'ancêtre occulte du développement personnel. Ce qui fait de Jane Wolfe une figure incontournable dans l'histoire de l'occultisme, c'est son intégrité spirituelle et sa capacité à allier discernement et foi, tout en restant ancrée dans une vision pragmatique de l'initiation. Elle est celle qui, loin des excès et de la théâtralité des autres grands noms, a cherché à transmettre un enseignement basé sur l'équilibre, la maîtrise de soi et donc l'éveil spirituel intérieur. Jane Wolfe a cheminé dans la lumière de la rigueur spirituelle, cherchant l'harmonie et la perfection intérieure par l'ascèse et la méditation. Mais tandis qu'elle s'élevait dans les artères du spirituel, une autre femme, plus liée aux symboles et aux formes, dessinait des passerelles entre l'invisible et le visible. Il était tout bonnement impossible pour moi de parler des reines du monde occulte sans mentionner Pamela Colman Smith. Pamela Colman Smith, l'artiste visionnaire, n'a pas cherché à atteindre des sommets mystiques, mais à capter, à travers l'art, les vibrations secrètes du monde ésotérique. C'est à travers ces dessins que l'occulte prend forme, s'incarne et s'exprime dans les consciences. Pamela Colman Smith est une artiste occultiste de Londres dont l'héritage reste indissociable de l'un des plus célèbres jeux de tarot de l'histoire, le tarot Rider-Waite, ou Rider-Waite-Smith. Dès son enfance, c'est une prodige. Elle se distingue par ses talents artistiques, mais aussi par son intérêt pour les mystères et l'occultisme, des passions qu'elle développera tout le long de sa vie. Pamela rencontre Arthur Edward Waite, un des membres influents de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, dans les années 1900. C'est lui qui, convaincu par son génie artistique, lui confiera la tâche de créer un tarot complètement novateur. Le tarot Rider-Waite, qui paraît en 1909, deviendra le jeu de tarot le plus populaire et le plus utilisé au monde. Smith y infuse ses connaissances occultes, ses visions et son intuition créative. Contrairement aux jeux de tarot traditionnels, souvent austères dans leur représentation, elle injecte une dimension émotionnelle et narrative à chaque carte. Son tarot devient un outil de divination, mais aussi un moyen d'explorer la psyché humaine, avec des figures marquantes comme le fou, le magicien et la lune, qui sont devenus des archétypes incontournables. Elle s'inspire de l'art symboliste, du mouvement pré-raphaélite et surtout des enseignements de l'Aube dorée pour créer des images qui résonnent avec l'invisible, où chaque détail devient une clé pour l'interprétation spirituelle. Elle est avant tout une créatrice de pont entre notre monde et l'imperceptible, une traductrice de l'occulte en forme et en couleur. Malgré son immense influence, Pamela restera longtemps dans l'ombre de Waite et n'obtiendra jamais la reconnaissance qu'elle mérite. Peu après la publication du tarot, elle s'éloigne des cercles occultes et se consacre davantage à son travail d'artiste. Mais c'est son héritage en tant qu'illustratrice ésotérique qui perdurera au-delà des générations. Aujourd'hui, le tarot Rider-Waite est toujours un modèle d'inspiration, un chef-d'œuvre intemporel de la magie visuelle et de la divination. Après avoir exploré ces femmes qui ont façonné leur pouvoir à travers les ombres du secret et du savoir, nous nous tournons désormais vers celles qui ont voulu dépasser les frontières entre l'ésotérisme et la science. Ces pionnières ont cherché à unir deux mondes apparemment opposés, celui de l'invisible et celui de la raison. Leur quête ne se contentait pas de comprendre l'invisible, elles cherchaient à l'intégrer dans un cadre rationnel, dans une union audacieuse du mystère et de la méthode.
Au cœur de cercles où mysticisme et matérialité se frôlaient, elle scrutait l'inconnu, cherchant à comprendre ce que la science ne pouvait encore expliquer. Entre l'expérience mystique et l'analyse précise, elle devint un lien connecteur entre deux mondes. Cette chercheuse audacieuse n'était autre qu'Eleanor Sidgwick. Eleanor Sidgwick était une figure phare de l'étude des phénomènes paranormaux et l'une des premières à tenter de lier la science rationnelle à l'ésotérisme. Elle est un des membres les plus influents de la Société de recherche psychique, une association britannique qui cherche justement à étudier d'un point de vue scientifique des phénomènes dits paranormaux. Née dans une famille intellectuelle, Eleanor a reçu une éducation brillante, imprégnée de rationalité et de rigueur. Plus tard, elle se mariera au philosophe et logicien Henry Sidgwick. On peut donc s'imaginer que c'est son environnement qui l'a tout naturellement mené à avoir une vision de la vie qui est très concrète et très analytique, mais son esprit curieux l'amènera également vers les frontières du paranormal. À partir de la fin du 19e siècle, elle se consacre à l'étude de phénomènes tels que la télépathie, la clairvoyance et d'autres expériences psychiques. À une époque où la science traditionnelle rejetait fermement ces sujets, elle s'efforce de les examiner sous un angle méthodologique en menant des expériences rigoureuses pour déterminer si ces phénomènes pouvaient être mesurés, compris et validé de manière empirique. Vous l'aurez compris, ce qui distingue réellement Eleanor Sidgwick, c'est sa capacité à conjurer rationalité scientifique et exploration mystique, surtout à une époque où cette opinion, cette curiosité est récusée. D'autant plus qu'elle est une femme. Quel fardeau, n'est-ce pas? Plutôt que de considérer d'emblée ces phénomènes comme étant superstitieux ou irrationnels, elle les étudie avec l'idée qu'il pourrait exister une réalité cachée, une dimension non encore comprise de l'expérience humaine qui méritait une attention sérieuse. Elle joue un rôle majeur dans la mise en place de méthodologies d'expérimentation psychique et ses recherches ont permis d'ouvrir la voie à des études plus approfondies sur le paranormal. Ses travaux, souvent méconnus, ont eu une influence considérable sur les générations suivantes de chercheurs dans le domaine du psychisme. Par son engagement, elle a su poser les bases d'une exploration plus sérieuse du mysticisme scientifique. Une démarche clairement novatrice, ce pourquoi elle mérite, à mon sens, son titre de pionnière, elle aussi. Mais bien sûr, la suivante n'est pas en reste. Annie Besant était une figure emblématique du mouvement théosophique, une militante sociale et une penseuse avant-gardiste. Son parcours, qui l'a menée à relier l'ésotérisme à des préoccupations sociales et scientifiques, en fait une figure incontournable de l'occultisme moderne. D'abord influencée par des idées rationalistes et athées, Annie Besant se tourne progressivement vers l'occultisme après avoir découvert la théosophie, le fameux mouvement fondé par Madame Blavatsky. Elle devient rapidement l'une des figures de proue de la société théosophique. Mais Annie Besant ne se contentait pas d'une simple approche mystique. Elle a défendu les droits des femmes, a milité pour l'indépendance de l'Inde et a soutenu des causes telles que l'éducation et les droits des travailleurs. Ce double engagement entre quête spirituelle et action sociale marque son œuvre et ses écrits. Annie croyait profondément que les lois spirituelles pouvaient être révélées par un mélange de science et de mysticisme. Elle pensait que la science occulte pouvait être étudiée comme une science supérieure, une science qui engloberait non seulement les phénomènes physiques, mais aussi les énergies spirituelles et les forces invisibles qui régissent le monde. Elle proposait ainsi une approche holistique qui réconciliait le rationnel et l'irrationnel, unissant la recherche spirituelle et scientifique dans une même quête de vérité. À travers ses écrits et conférences, elle a mis en avant l'idée que la science spirituelle ou ésotérique pourrait un jour rejoindre la science académique pour expliquer des phénomènes aujourd'hui considérés comme mystiques, comme la réincarnation ou la transmigration des âmes. Annie était également convaincue que les religions du monde, bien qu'apparemment distinctes, partageaient toutes un fondement spirituel commun et que leur étude pouvait conduire à une compréhension plus profonde de l'humanité et de l'univers. L'héritage d'Annie est multiple. En tant qu'intellectuelle, elle a grandement influencé la théosophie en Occident et a popularisé des concepts comme la réincarnation, les chakras et le karma qui font désormais partie du vocabulaire spirituel moderne. Je ne cesserai d'employer ce mot, c'était une icône. À travers ces 3 chapitres, nous avons exploré des figures, des femmes audacieuses qui, chacune à leur manière, ont tenté de défier les frontières entre le rationnel et le mystique, que ce soit par leur vision des mondes invisibles, leur capacité à se réapproprier le pouvoir par le mysticisme et la sexualité, ou encore leur quête de réconcilier science et paranormal, elles ont ouvert des voies nouvelles pour l'ésotérisme et la spiritualité. Pourtant, malgré leur influence indéniable, ces femmes sont souvent oubliées de l'histoire officielle.
laissés dans l'ombre de leurs contemporains ou effacés par le temps. Cependant, leur héritage persiste. Aujourd'hui encore, leurs idées, leurs découvertes et leurs révolutions continuent de résonner dans le monde de l'ésotérisme moderne. Dans chaque exploration spirituelle, chaque quête du secret caché, leur présence est palpable, invisiblement inscrite dans les courants occultes qui façonnent notre époque. Si le passé semble les avoir effacés, il ne fait aucun doute que ces femmes continuent d'influencer la manière dont nous percevons l'invisible, le paranormal et la science du mystère. Peut-être est-il temps de redonner leur place à ces femmes oubliées, d'enfin les reconnaître comme ce qu'elles étaient vraiment, les pionnières. Dans chacun de nos murmures, elles vivent encore, hantant le passé et peut-être même notre présent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas j'ai adoré la faire. Je suis pas une grande connaisseuse de l'occultisme, mais j'adore. J'ai toujours été assez intéressée par l'occultisme et je pense que dès un très jeune âge, j'ai commencé à graviter vers ce genre d'esthétique, disons, et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'il y avait des tonnes et des tonnes de connaissances à amasser à ce sujet. J'ai adoré faire le plein de connaissances pour cette vidéo, j'ai adoré peaufiner mon savoir sur toutes ces femmes incroyables, vraiment. S'il y a d'autres femmes que vous considérez comme les reines de l'occultisme, ou s'il y a peut-être quelques informations que vous pensez importantes que j'ai oublié de mentionner sur ces femmes aujourd'hui, je vous invite à m'en informer en commentaire. Ça me ferait super plaisir de lire tout ça. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et bah on se retrouvera à la prochaine. Bye. Qu'est-ce que t'en penses, Gisèle? C'est laquelle ta préférée, toi? Blavatsky! Ah ouais, ok, d'accord.